Je me livre. 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 Bienvenue sur le podcast Je me livre, un podcast où je rencontre des écrivains, écrivaines qui vivent dans le Perche ou qui sont de passage dans la région. Ils ou elles mettent plus ou moins de leur vie, de leur vécu dans leurs livres, alors je fais ma curieuse. Je veux en savoir plus sur eux et leur aventure avec l'écriture. Je n'ai pas forcément lu leur livre avant, peut-être le lirai-je après. L'auteur ou un comédien, une comédienne, lit un extrait à la fin de l'entretien. Vous allez entendre entretien avec Madame Eva Joyce. Eva Joyce est une jeune auteure de 32 ans qui est venue sur le tard à la lecture. Elle a fait néanmoins des études littéraires suivies d'un cursus sur l'histoire de l'art. La saga qui porte le nom de Traum est une quadrilogie. Le premier tome est sorti, le second en relecture. Son univers, l'urban fantasy, le beatlit, l'univers du fantastique en décodé pour ceux et celles qui ne connaissent pas, ce qui était mon cas. Eva souhaite montrer un aspect moins mainstream de l'urban fantasy et surtout plus adulte, sans pour autant tomber dans la barbarie et la débauche gratuite. Avec Eva, on parle de son enfance, son adolescence où s'ennuyer était très important. Elle évoque ses passions sur les théories psychanalytiques dont elle se sert dans ses personnages. Eva veut aussi rétablir l'image de la femme dans ce genre du fantastique où celle-ci est traitée trop souvent de manière gnangnan par les vampires. Bonne écoute. Vous voulez que je vous raconte l'histoire de ma vie ? Je vais vous la raconter, mon histoire. Je vais tout vous dire. Merde. Je suis fait de chair et de sang, mais je ne suis pas humain. Je ne suis plus humain depuis 200 ans. Bonjour Eva Joyce. Bonjour Sarah. Eva Joyce, qui es-tu ? Oula, qui je suis ? Très bonne question. Je suis une maman au quotidien, je suis aussi une prof au quotidien et je suis surtout, dans mon temps loisir, une auteure passionnée. J'ai pas d'éditeur, je suis en solo. En auto-édition ? En auto-édition, voilà, tout à fait. Une auteure. Oui, une auteure avec un E à la fin. J'aime pas le mot autrice. Je le trouve esthétiquement... Ça me plaît pas, je préfère auteur. Une auteure. Alors que les choses soient claires tout de suite, toi, ton univers, ce sont les vampires et les loups-garous. Alors, dis-nous en plus sur cet univers, sur ce genre. J'écris dans un genre qui est à la limite entre le fantastique et la fantasy, qu'on peut définir d'urban fantasy. C'est un genre que j'ai découvert quand j'étais enfant, adolescent. Moi, je suis née à la fin des années 80, donc j'ai grandi un peu avec tout ce qui était trilogie du samedi, quoi. Buffy contre les vampires, Angel, Charmed, voilà, ça a rythmé un petit peu mon enfance. Et du coup, c'est vrai que l'image du vampire et du loup-garou par extension, puisque c'est souvent dans le même cadre, je l'ai surtout découvert au travers d'une culture cinématographique, en fait, parce qu'à l'époque, les séries, c'était moins développé qu'aujourd'hui. Donc c'était surtout à travers du cinéma, plus ou moins classique ou pas. Donc il y avait forcément... l'image du vampire classique à la Dracula, comme l'image du vampire un peu plus action à la Blade, par exemple. Je me livre. Le noyau dur, j'ai envie de dire que ça remonte à peu près à cette époque-là. Et étonnamment, j'étais pas du tout attirée par la littérature. Vampire et loup-garou, ouais. Par la littérature tout court en fait. C'est ça qui est assez étonnant, c'est que j'ai pas un passif de lectrice pour le coup, ouais. Les écrans déjà ont mangé ton temps ? Et oui, moi quand je repense un petit peu à mon enfance, je regardais peut-être un peu trop la télé. Aujourd'hui, regarder la télé, je sais que c'est déconseillé pour les enfants. Et puis moi-même, je l'applique pour mes propres enfants, donc voilà. Mais c'est vrai que j'étais filmovore, quoi. Alors je regardais pas forcément la télé, les émissions, mais je regardais beaucoup de films. J'allais beaucoup au cinéma. Le visuel a eu beaucoup plus d'impact sur moi que l'écrit. Petit parallèle, c'est vrai que dans ma manière d'écrire, j'ai eu
plusieurs échos, du coup, plusieurs retours des personnes qui m'ont lu. Ils m'ont dit, ah là, t'as un style extrêmement visuel. Quand on te lit, on est dans la scène, on voit où tu veux aller, ce que tu décris, c'est très... voilà. Donc le visuel est avant tout première source d'inspiration, avant l'écrit. Et il y a un autre mot que tu emploies aussi, c'est l'ennui. Et l'ennui, tu as connu ça assez jeune et ça a été une nourriture pour toi. Raconte-nous un petit peu cette enfance-adolescence où l'ennui a été finalement un bon terreau pour ta créativité. Complètement. Quand j'étais petite ou quand j'étais ado, c'est vrai que mon activité préférée, c'était m'asseoir sur un canapé et d'écouter la musique et de ne rien faire. Et en plus, j'étais assez réservée, surtout quand j'étais petite. J'ai eu un petit passage de dépression précoce. Donc, quand j'étais au collège, notamment une année, j'ai arrêté d'aller à l'école pendant plusieurs mois. Donc du coup, c'est vrai que de me voir assise sur un canapé à rien faire et juste écouter la musique, mes parents ils se sont dit oh là là, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle nous fait? Ça va pas bien. Mais effectivement, je pense que du coup, le fait de s'ennuyer et de rien faire et de partir dans un imaginaire, c'est très cathartique finalement. C'est une manière de fuir la réalité et c'est une manière de se sentir bien. J'étais bien, moi, dans mon petit monde, enfermée dans ma petite bulle avec mes personnages, mon univers, ma musique. J'avais pas besoin d'autre chose, quoi. L'ennui, c'est un peu la base si on a envie de partir au pays des merveilles. mais voilà, c'est vrai que des fois, ne rien faire, ça fait du bien. Eva Joyce. Donc quand tu es sur ce canapé, quand tu es adolescente, dépressive, les personnages arrivent, tu te crées des histoires, tu te racontes des histoires et tu les mets par écrit déjà ou ça tourne dans ta tête? Alors ça tourne beaucoup dans ma tête, mais je n'extériorise absolument rien. J'avais bien essayé une fois de partir dans une pseudo-rédaction, histoire de me vider un peu la tête, parce que j'avais tellement d'informations que des fois j'oubliais. Mais grosso modo, non, j'écrivais absolument pas. Surtout que, comme je l'ai dit, je lisais pas en fait. Je lisais pas quand j'étais petite, je lisais pas quand j'étais ado. Donc mettre des mots sur des idées quand on ne manipule pas les mots, quand j'écrivais, je relisais après, je me disais non, mais en fait c'est tout pourri ce que j'ai écrit quoi, parce que je sais pas écrire. Donc voilà, c'est resté en stand-by très 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 longtemps, quoi. Jusqu'à quand? Ah le goût pour la lecture, il est venu au lycée. Au lycée parce que j'étais en L, en littéraire, je sais que ça n'existe plus maintenant, mais en littéraire, on est un petit peu obligé de lire. Et puis j'y ai pris goût en fait. Voilà, j'ai découvert beaucoup d'auteurs qui m'ont plu, notamment Kafka ou Ovide aussi. Tout ce qui est mythologie, ça m'a beaucoup intéressée. Et suite à ça, j'ai jamais arrêté de lire. Après, je me suis enfilée bouquin sur bouquin sur bouquin. Quand je suis arrivée à la fac, je lisais beaucoup. Je lisais surtout, et encore aujourd'hui, c'est ce que je lis normalement, des thrillers. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui me plaît. Ton auteur préféré? Je dirais Maxime Chatham. Un titre? Un titre, celui qui m'a bien marqué. Alors, c'est une trilogie du mal. C'est 3 tomes, voilà, qui sont suivis par un même inspecteur qui résout 3 enquêtes différentes, mais à chaque fois, voilà, ça concerne des tueurs en série, des psychopathes. Voilà. T'aimes bien le sang? Ouais. C'est une ambiance que j'aime bien, ouais. Dit-elle avec sa veste rouge et voilà. ses chaussures rouges. Eh oui, toujours le rouge, toujours. Les podcasts du perche.com. Je me livre. Tu as quel âge, tu es où quand tu lis vraiment ton premier livre et que tu es consciente que tu lis ton premier livre et un livre que tu aimes? Le livre qui m'a vraiment marqué, j'étais au lycée en terminale. C'est un livre qui s'appelle L'écume des jours de Boris Vian. Et c'est vraiment le premier livre que j'ai lu en mode plaisir, loisir, qui n'était pas du tout inséré dans le programme. Et voilà, les raisons, les motivations de cette lecture vont être très... comment dire, très très naïve, ouais, très midinette. En fait, quand j'étais ado, j'étais fan de l'acteur Colin Farrell.
Et en fait, dans L'écume des jours, les 2 personnages principaux s'appellent Chloé, qui est donc, voilà, mon véritable prénom, révélation, et Colin. Et du coup, je me suis dit, C'est un signe. c'est l'histoire d'amour entre Chloé et Colin, il faut que je lise ce livre. Bon, au-delà de ça, en fait, parce qu'après, les personnages que j'imaginais, c'était pas du tout la fois où Colin Farrell, hein, qu'on soit d'accord. Et voilà, je me suis pris dans l'histoire, je suis rentrée très facilement dedans. Avec le recul, ça m'étonne absolument pas que j'ai aimé, parce que je suis vraiment passionnée par tout ce qui est surréalisme. Et puis, Boris Vian, forcément... Il a eu forcément des accointances avec le surréalisme, et quand j'étais à la fac, donc mes années de master, je me suis spécialisée dans l'étude du surréalisme et de l'art brut, qu'on surnomme péjorativement l'art des fous. En tout cas, tout est possible pour quelqu'un qui ne lisait pas du tout, qui aujourd'hui est auteur, qui en terminale 6 mai, fait une terminale L, fac après 2. Fac d'histoire de l'art à Tours, donc je fais une licence. Après je pars à Rennes, je fais une équivalence de diplôme pour faire histoire, mais je sens qu'histoire ça me plaît pas, il manque le côté un peu artistique en fait, un peu foufou de l'art. Et après je repars en master du coup à Rennes, toujours master histoire de l'art, voilà, pendant 2 ans. Donc là il faut beaucoup lire aussi du coup quand on est à la fac. Donc ça va te rattraper ton retard incontestablement. Exactement. Est-ce que pour toi l'écriture est une thérapie ? Une thérapie, oui, clairement. Je pense que entre ça ou faire une psychanalyse, voilà, j'ai fait mon choix, quoi. Je pense que écrire, s'inventer des histoires, c'est, ouais, comme je l'ai dit, c'est exutoire, c'est cathartique, c'est le meilleur antidépresseur qui puisse exister, quoi. Ça permet vraiment de se recentrer sur soi-même, de s'imposer à trouver du temps pour soi et à se déconnecter de la réalité, parce qu'on vit quand même dans un monde qui est assez compliqué, hein, on va pas se mentir. Moi, il y a eu une période de ma vie, il y a peut-être 3-4 ans, quand j'écoutais les infos, je pleurais. Je me disais, mais c'est quoi ce monde ? Qu'est-ce qui se passe dans ce monde ? Et la nécessité de s'en extraire, je trouve que ça fait vraiment un bien fou. Entretien avec Madame Eva Joyce. Après, au-delà de ça, donc j'ai eu un terrain dépressif qui était assez marqué quand j'étais ado. Et c'est pareil, je m'en suis sortie un peu toute seule, quoi. Alors j'ai eu, bien évidemment, quand j'étais ado, toutes les phases. On va l'emmener chez le psy, peut-être même un petit peu de médoc par-ci par-là. J'avais pas envie de revenir là-dedans. Et c'est vrai que d'écrire, de s'inventer un univers, ça permet d'en apprendre plus sur soi, je trouve. Je mets beaucoup de choses, j'aborde beaucoup de problématiques qui ont un lien forcément avec moi, avec ma vie, dans ce que j'écris. C'est très psychanalytique, finalement. Ce que je fais vivre à mes personnages, il y a un écho, alors que ce soit moi ou des gens de mon entourage. Ça me permet vraiment de réfléchir et d'avancer. Voilà, c'est surtout ça, c'est pas juste je raconte des choses malheureuses parce que de toute façon la vie c'est pourri, on s'en sortira jamais. Non, c'est que ça me permet vraiment d'extérioriser, de prendre de la distance et d'avancer ensuite. Voilà, c'est très... Franchement c'est très important l'écriture là, le stade où j'en suis, où maintenant j'ai réussi à dire ce que je faisais, à assumer, parce que c'est pas facile. J'avais personne en fait autour de moi qui faisait ça, qui avait un univers, qui écrivait, qui créait, même tout court. Voilà, j'en parlais à personne, parce que je me suis dit, oh là là, mais ils vont me prendre pour une tarée, à inventer des histoires, ou alors ils vont me juger, ils vont me critiquer ce que je fais. Je pense que voilà, j'étais bien toute seule dans mon coin. Mais maintenant que c'est assumé, je peux pas m'en passer. Et je pense très clairement que si je devais être toute seule dans mon coin à écrire et que personne ne devait me lire, moi j'écrirais quand même. C'est pas le cas, parce qu'il y a des gens qui ont lu mon livre, qui ont apprécié et qui demandent la suite, mais à mon avis, je pense que si personne ne devait me lire, j'écrirais quand même. Voilà.
c'est une nécessité. Je peux pas ne pas imaginer, je peux pas ne pas écrire. Voilà, ça fait partie de moi. Il y a une rigueur nécessaire? J'aimerais. Malheureusement, la vie met trop boulot dodo. Parfois, c'est compliqué de trouver du temps pour ses passions. Mais j'essaye très régulièrement, et de toute façon, au niveau de mes humeurs, ça se sent aussi à la maison. Quand j'ai pas de temps pour moi, pour écrire, pour me poser, je suis d'une humeur exécrable parce que c'est ma soupape de décompression, quoi. Donc j'essaye un maximum. Je vais donner une fréquence, je sais pas, je dirais peut-être 3-4 fois par semaine, voilà, de me poser. Même juste 1 heure. Juste 1 heure, voilà, pour écrire, pour réfléchir, pour tout bien construire, pour partir un petit peu voilà, dans un ailleurs. Voilà, il y en a qui ont besoin de partir physiquement ailleurs, il y en a qui ont des lieux pour s'aérer. Moi, j'ai pas besoin de ça, j'ai juste besoin de partir intérieurement, mais voilà, chez moi, tranquille. Je me livre. T'as du caractère, t'es un peu garçon manqué, ton rapport à la féminité, tu nous en dis plus? Parce que dans cet univers-là, j'ai cette image, a priori peut-être que c'est très, très masculin, la place de la femme dans tout ce qui est vampire, loup-garou, enfin on a quand même des a priori, non? Ouais, complètement. Moi, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a vraiment dérangée quand il y a eu la vague de mode de films de vampires, donc à partir de Twilight en fait. Ça a vraiment été un déclic, et toute la vague qui s'en est suivie après avec les Vampire Diaries. Je trouve qu'il y a une image quand même de la femme qui me correspond pas. Est-ce que c'est dû justement au fait que j'ai évolué dans un univers très masculin et que du coup je me retrouve pas dans la manière dont les personnages féminins sont traités? Sans doute. Très souvent j'ai entendu, d'ailleurs petite parenthèse, que j'étais pas une vraie fille. Voilà, quand j'étais... Eh oui. Voilà, j'ai pas des goûts de fille. Tu sais, souvent on dit ça c'est un truc de fille. Et puis moi je disais bah non, regarde, moi j'aime pas. Et oui, mais toi t'es pas une vraie fille. Je sais pas, ça veut dire quoi? Je suis pas une vraie fille. Il y a quelque chose qui bloque aussi avec l'image que la société renvoie de la féminité. Qu'est-ce que c'est d'être une femme finalement? Est-ce que c'est être bien pouponnée? Est-ce que c'est aimer regarder des comédies musicales à la Dirty Dancing? Est-ce que c'est aimer regarder Gossip Girl? Est-ce que c'est aimer faire la cuisine? C'est bien faire le ménage? Est-ce que c'est... Je sais pas, est-ce qu'on a un brevet ensuite de statut de femme? Voilà, ça veut dire que si tu aimes ça, tu es une vraie fille, ça y est, tu as acquis ton statut de femme parce que tu regardes Gossip Girl et que tu lis des magazines de déco et de mode. Je suis pas du tout là-dedans, c'est quelque chose qui me correspond absolument pas, et je pense que l'image de la femme dans cette nouvelle vague là de traitement du vampire, c'est pour ça que j'y adhère pas, parce que elle utilise trop de clichés en fait, trop de stéréotypes féminins qui mettent mal à l'aise et qui correspondent pas à la réalité. Enfin moi en tout cas je m'y retrouve pas quoi maintenant. L'image de la femme dans les histoires de vampires est trop passive. Trop niaise. On met trop l'accent sur des réactions émotionnelles qui sont pas forcément justifiées. On a trop une image également de la femme qui est assujettie aux hommes, c'est-à-dire qu'elle va forcément se définir en fonction de ses relations amoureuses. Très souvent, on a un schéma triangulaire, hein, c'est-à-dire que la fille va se retrouver à osciller entre 2 hommes. Quoi. La Triforce, hein, c'est un peu ça. Entre le gentil, le bad boy, entre le vampire, le loup-garou, ah là là, mais que choisir, mon cœur balance. C'est-à-dire qu'on peut pas l'imaginer, la concevoir en dehors d'une histoire de romance finalement. On associe forcément la romance à un personnage féminin. Comme si l'un pouvait pas aller sans l'autre, quoi. Ça peut pas être juste l'histoire d'une fille, voilà, qui rencontre un vampire et puis il se passe rien. Voilà. Forcément, comme si la romance était intrinsèquement liée à la condition de la femme. Donc déjà, ça, c'est quelque chose qui pose problème.
Et oui, le traitement, donc le fait qu'elle soit un peu trop niaise, qu'elle soit très souvent, qu'elle manque de culture, qu'elle manque un peu de jugeote, qu'elle soit toujours un peu gnangnan, un peu... ouais. On a envie de la secouer, on a envie de dire non mais... là, réveille-toi. Ça existe, là, cette réaction que tu as, là, n'est pas normale. Personne ne réagirait de cette manière-là, que ce soit de manière émotionnellement excessive ou alors de manière absolument passive, quoi. Parce que c'est souvent ça, les personnages trop passifs, mais qui quand même, bon voilà, elle a son petit caractère, hein, pour mignonnement aller bouder dans un coin, pour qu'ensuite il y ait un des deux hommes qui vienne la réconforter, voilà, pour que ça aille mieux. Ça me branche pas. Eva Joyce. Eva, du coup, dans Trom, tu as ton héroïne. Parle-nous d'Adèle. Alors, je vais essayer de parler d'Adèle sans trop en révéler, parce que sinon il n'y aura plus d'intérêt à lire le livre. Alors, Adèle, la manière dont j'ai conçu ce personnage, j'ai un peu pris le contre-pied. C'est-à-dire que c'est une femme qui va être assez froide, assez antipathique, qui va être très indépendante et très cultivée. Trop cultivée, même. C'est ce qui va lui poser problème dans ses relations sociales. C'est qu'en fait, son gros handicap, entre guillemets, c'est qu'elle est surdouée, en fait, et qu'elle a un parcours de vie un peu trop spécial, je vais pas trop en dire, qui va faire que, en fait, il n'y a pas grand monde qui va l'apprécier et que ça va même poser problème avec son entourage, voilà. Donc dans cette histoire, elle est en couple. Elle est en couple avec un homme qui est plus âgé qu'elle. Elle rencontre donc un vampire. Elle ne sait pas que c'est un vampire. Et j'ai mis les pieds dans le plat en n'ayant que faire de la morale et de l'éthique. Donc c'est qu'à la base, c'est une histoire d'adultère, en fait. Voilà. Si banal. C'est clair. Assez banal, c'est vrai, je vais reprendre ton mot, c'est vrai que c'est assez banal, hein, comme histoire de base, hein. Bon bah voilà, il y a une femme, un homme qui se rencontrent, bon, elle est en couple, bon, c'est un détail, quoi, il va quand même se passer quelque chose, parce que c'est ça qu'on aime, hein, c'est le côté piment, un peu, est-ce qu'elle va vraiment le faire? Oui, peut-être, on ne sait pas. Mais au-delà de ça, voilà, là c'est un petit peu l'introduction à l'histoire, il va y avoir des révélations, et il va surtout y avoir un état névrotique et psychotique assez important du côté du vampire, en fait. Voilà. Je rebondis, je rebondis sur ce que je disais tout à l'heure, je refais une petite parenthèse, c'est que forcément, en ayant bossé dans le surréalisme, dans l'art brut, ou en lisant que des thrillers, voilà, il y a une petite thématique récurrente qui est la folie. Voilà, c'est vrai que c'est un thème qui me fascine, qui me passionne, tout ce qui a un lien avec l'onirisme, l'inconscient, les théories psychanalytiques, forcément. Et donc c'est quelque chose qui va vraiment venir teinter, qui va être omniprésent, hein, dans ce que j'écris. Et donc dans ce premier tome, et le personnage du vampire, que j'appelle Kazik, et bah ça va être un peu la quintessence de cet état névrotique, parce que lui, voilà, il est très vieux, il a un parcours de vie assez chaotique, il a un peu eu plusieurs vies dans son existence. De vouloir acquérir cette femme, cette Adèle, va le faire complètement splitter, entre guillemets. Ça va réveiller des choses qui ont été très traumatisantes, très dures à vivre, parce qu'elle aussi, du coup, elle a un passif. Voilà, mais quand il va découvrir son passif, forcément, c'est là que ça va partir un petit peu en cacahuète. Et il va vraiment entraîner tout son entourage, quitte à faire souffrir, quitte à faire manipuler, quitte à tuer même aussi, pour obtenir cette femme. Voilà. Je me livre.
4 tomes, donc... Oui, ouais. J'allais dire une trilogie, non pas du tout, donc c'est... Quadrilogie. Quadrilogie. Donc, parle-nous de ta quadrilogie où le tome 1 est bouclé, mis en vente, et il y a des lecteurs aujourd'hui. Le titre de la saga, donc c'est Traum. C'est un mot allemand. C'est vrai que comme ça vend pas forcément... ça vend pas du rêve. Mais attention, justement, parce que Traum en allemand... tu as vu la petite gymnastique... Subtil. Petite boutade, subtile, hein. Parce que justement, Traum, ça veut dire rêve en allemand. Voilà, c'est la traduction de rêve. Le rêve, je trouve que c'est vraiment un thème qui est lié aux archétypes du vampire ou même du loup-garou. C'est-à-dire qu'il y a un lien avec l'onirisme, avec l'inconscient, avec aussi une question d'identité. C'est vrai que nous, par exemple, quand on rêve, est-ce qu'on est vraiment nous ? Des fois, on n'est plus nous. Est-ce que ce qu'on rêve, c'est la réalité ou non ? C'est aussi la racine du mot traumatisme. Parce que trauma, en allemand, ça veut dire traumatisme. Quelle est la limite, finalement ? À une lettre près, hein, entre traum et trauma. La limite entre rêve et traumatisme. Est-ce que c'est le rêve qui traumatise ou est-ce que on essaye d'extérioriser ces traumatismes au travers de ses rêves, de manière un peu... au travers de l'inconscient ? C'est vrai que les rêves, c'est une merveilleuse soupape pour le cerveau, quoi, de tout ce qu'on vit, de tout ce qu'on ingère. Voilà, c'est une manière de se libérer un peu aussi de ses frustrations, de ses pulsions. Et le lien entre rêve et traumatisme est extrêmement important du coup dans mon livre parce que voilà, comme tout ce qui a un lien avec la psychologie, la névrose, c'est quelque chose qui est important et c'est quelque chose que les personnages vont vraiment avoir à résoudre, enfin à faire face, c'est-à-dire faire face à leur propre histoire passée, à leur propre traumatisme. De toutes les personnes qui ont pu lire mon livre vont dire « non, tes personnages, ils sont vraiment bien travaillés, quoi. » C'est que, y a voilà, c'est que l'aspect psychologique va être extrêmement important pour moi et pour vraiment bien comprendre les comportements et les réactions des personnages que je mets en scène. Le rêve est également le lieu de la manipulation psychique. Ah oui, effectivement. Dans des histoires de vampires classiques, là je remonte aux écrits originels, hein, donc le Dracula de Bram Stoker, et même avant, mais il n'y a pas longtemps, j'ai enfin lu Carmilla de Sheridan Le Fanu, donc ça date du 18e. Il y a un rapport à l'onirisme qui est extrêmement important. Et en fait, le vampire, dans ses nombreuses capacités, il va en avoir une qui est assez importante, ça va être d'influer sur l'esprit humain, de le manipuler et d'intervenir aussi dans ses rêves. Voilà, d'intervenir dans ses rêves, parce que, effectivement, quand on atteint l'inconscient, le subconscient, c'est une manière détournée d'agir sur la conscience. Parce que ce qu'on va avoir, ressenti ou vécu dans un rêve, des fois quand on se réveille, on a encore ces impressions, ces sensations qui peuvent expliquer peut-être certains comportements qu'on va avoir au réveil. Et donc, pour un vampire, manipuler les rêves, manipuler l'esprit, agir directement sur le psychisme, c'est quelque chose qui peut lui permettre d'arriver à ses fins très facilement, et c'est du coup d'autant plus en accord du coup avec le titre Traum, quoi. C'est une des ficelles qui est utilisée en fait dans ton roman. Oh oui. Ouais, je raconte beaucoup de rêves dans Le rêve, c'est extrêmement important. Dans Traum, la manière dont l'inconscient va prendre peu à peu la place et va peu à peu influer sur la conscience. Parce que l'inconscient, c'est justement tout ce qu'on essaye de refouler quelque part. Hein. C'est toutes les pulsions, c'est toutes les frustrations, c'est toutes les idées qu'on ne peut pas avouer dans la vie de tous les jours, quoi. C'est quelque chose qu'on garde pour nous. Et le fait
que cet inconscient soit manipulé, ça va forcément influer sur la conscience en elle-même et du coup le comportement des personnages va forcément en être impacté. Ça existe les psys pour vampires? Sans doute. Enfin, dans mon roman, je pense envoyer un de mes personnages chez un psy. Ça va être truculent. Merci Eva Joyce. Merci beaucoup à toi de m'avoir accueilli. Et puis un podcast en préparation justement sur ton univers. Oui, Donc tout à fait. on aura la chance de retrouver d'ici la fin de l'année. Oui. 100% Eva. Ouais, 100% Eva. Ça envoie. Ça envoie ça, c'est vrai. Ouais. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Je me livre. Et je me livre. Ivan n'était pas allé travailler aujourd'hui. Il avait appelé Tindur sans lui expliquer quoi que ce soit. Juste pour lui dire qu'il ne venait pas. Le garagiste ne posa pas de questions. Il se doutait que la nuit avait dû être difficile. Ivan n'avait pas fermé l'œil, une fois de plus. Il ne pouvait s'empêcher de ressasser les histoires du passé. Il avait repensé à Colin, sa deuxième femme, et à ses enfants, assassinés par les polymorphes rancuniers dans les années 1920, en Australie. Il faisait lourd cette nuit-là. L'air était chargé d'électricité. Les nuages, sombres et massifs, volaient bas, imposant leur suprématie écrasante sur la terre. Un vent chaud et violent arpentait le sol et se frayait un chemin jusque dans les moindres interstices de la petite maison. La pluie était tombée violemment, au moment où il avait trouvé les corps. Colin était allongée sur le lit, nue, couverte d'hématomes, de morsures et de semences. Ses deux enfants, Peter et Mary, étaient restés ensemble dans leur chambre, inertes, lacérés, les yeux injectés de sang sous la pression d'un étranglement. Ivan avait trouvé le petit corps d'Olivier en dernier, jeté nonchalamment derrière un des meubles du salon. Il avait eu le crâne enfoncé contre un mur. Une mort plus rapide que les autres. Le maître loup avait été anéanti cette nuit-là, détruit de l'intérieur. Ce massacre reflétait toute la folie d'êtres abjects et infâmes. Sa vengeance avait été plus abominable encore. Il ne l'avait pas oublié non plus. Ce matin, ses joues gardaient en mémoire la trace de ses larmes et ses yeux cernés, celle de sa nuit blanche. Il avait mauvaise mine et était passablement énervé. Kazimierz l'avait bien évidemment ressenti. Pour lui aussi, la nuit avait été pénible. Il avait tenté d'atténuer son tourment en rendant visite à une très jeune femme, à peine majeure, pour lui prendre un peu de sang et aussi sa virginité. Elle ne se souvenait de rien, ni de la morsure à laine au moment de l'orgasme, ni même de la douleur quand il s'était immiscé en elle. Malgré tout, l'apaisement du vampire ne durait qu'un temps, de plus en plus court avec les années. Son esprit se remettait ensuite en marche, inlassablement, sans répit. Un esprit insoumis, empli de souvenirs intenses et glorieux, mais aussi marqué par des images violentes, extrêmes. Un esprit toujours en quête de satisfaction,
à la recherche d'un impérieux désir de soumettre pour se sentir puissant. Un esprit instable, difficile à canaliser. Le maître vampire avait proposé à Ivan de l'accompagner pour aller espionner Adèle et Miss Purcell. Cela n'avait rien de passionnant. C'était même à la limite du ridicule, selon lui. Mais il n'y avait rien de mieux à faire. Puis, les occasions de se retrouver tous les deux aussi loin du château se faisaient rares. Et au moins, ils s'occupaient. Ivan avait pris le volant. Conduire l'aidait à se détendre. Garés sur un parking, ils avaient vu Adèle et Miss Purcell entrer dans un cabinet psychiatrique. Non sans se poser quelques questions. Le temps d'attente était indéterminé. Aussi, les deux amis prirent leur mal en patience. Ivan s'étonnait du monde qu'il y avait dehors, pour un lundi. Kazimierz ne releva pas. À la place, il eut une idée. La sombre image d'un homme armé qui tirerait à vue dans la foule sans aucune raison ni aucune logique. Il voyait déjà la panique et la peur se dessiner sur tous ces visages insignifiants. T'es dans ta bulle ou tu n'as pas envie de me parler ? Rouspète à son voisin. Quoi ? T'as l'air déconnecté. C'est ta future promise qui te fait perdre la tête ? Oui. Il y a un peu de ça. Kazimierz se retourna vers la vitre et continua d'observer les gens à l'extérieur. Ses yeux se perdirent dans le vague. Il revint à lui sans vraiment sortir indemne de ses pensées. T'as cogité cette nuit ? Oui. J'aurais préféré éviter, répondit Ivan, désagréablement pris au dépourvu. Moi aussi. Je n'ai pas pu m'en empêcher. On pourrait faire tellement plus que tout ça. On pourrait être au-dessus des lois, au-dessus... N'y pense même pas. Le coupa son ami. Nom de Dieu, Ivan. On ne peut pas rester là sans rien faire. Bien sûr qu'on le peut. J'ai travaillé trop longtemps sur moi-même pour me rappeler que je suis un homme avant tout, un être humain, et non pas une bête sanguinaire et sans scrupules. Il est hors de question que tu chamboules tout maintenant. Une bête ? Tu es un des loups-garous les plus puissants au monde, et toi, tu me parles d'une vulgaire bête ? Laisse-moi gérer cette histoire comme je l'entends. C'est encore Théanie et ses abrutissements qui te font parler de toi comme ça ? Elle était là, quand j'en avais besoin. Pas toi. À qui la faute ? Lança-t-il avec rancœur. Ils se regardèrent, amèrement. L'ambiance était pesante. Tu ne t'acceptes pas, reprit le maître vampire. Tu passes ton temps à te voiler la face et à renier ce que tu es réellement. Pourquoi accepter ? S'énerva Ivan. Pour devenir comme toi ? Ennuyé ? Dans les extrêmes ? Et incapable de vivre simplement ? J'ai pris une autre voie que la tienne. Tu as fait ton choix, j'ai fait le mien. Ne me blâme pas pour ça. Entretien avec Madame Eva Joyce. Abonnez-vous à notre podcast Je me livre sur votre plateforme de streaming préférée. Mettez des étoiles, partagez. Lespodcastduperche.com. Je me livre.